Allô, je vous présente ma face. Je suis finalement sorti du placard. Avant, je faisais mes prises de son dans mon placard. Mais en toute honnêteté, je suis un peu écœuré de sillonner l'Internet à la recherche d'images pour illustrer le contenu de mes vidéos. Et donc, à cette heure, je vais vous montrer ma face de temps en temps. Et sur ce, rentrons dans le vif du sujet, l'interculturalisme. C'est ça qu'on a au Québec. Pas le multiculturalisme canadien, pas le républicanisme français, l'interculturalisme. C'est ça qui nous distingue, et on en est très fiers. Si seulement on savait ce que ça voulait dire. En abordant le sujet de l'interculturalisme avec mon entourage, j'ai réalisé que la majorité des gens n'ont pas la moindre idée de ce en quoi ça consiste. Et c'est difficile de leur en vouloir, puisque lorsqu'on plonge dans la littérature sur le sujet, on réalise que la plupart des intellectuels ne le savent pas vraiment non plus. Je caricature à peine. Beaucoup d'acteurs ont cherché à s'approprier le concept d'interculturalisme au fil des années, mais jusqu'à présent nous avons échoué à le définir collectivement. À ce jour, il n'y a toujours pas de loi sur l'interculturalisme au Québec. Et donc, la meilleure manière de comprendre l'interculturalisme, ce n'est pas de consulter sa définition officielle, puisqu'il n'y en a pas vraiment, c'est plutôt de retracer son évolution en tant que concept. Fort heureusement, Guillaume Lamy et Félix Mathieu ont publié en 2020 un article qui fait déjà tout le travail pour moi. Ils ont fait la sociologie historique de l'idée de l'interculturalisme. En gros, ils ont recherché les mots interculturalisme et interculturel dans deux bases de données, les journaux de l'Assemblée nationale et les Archives nationales du Québec. Ça leur a permis de reconstituer l'évolution de l'usage de ces termes-là. Selon Lamy et Mathieu, on peut diviser l'histoire de l'interculturalisme en 4 périodes. La première période s'étend de 1963 à 1977. C'est la période de la genèse de l'interculturel. Durant cette période, on ne parle pas encore d'interculturalisme, mais l'adjectif interculturel, lui, commence à être utilisé dans les milieux communautaires montréalais, chez les travailleurs sociaux, des pédagogues, des psychologues. L'émergence de ce vocabulaire semble reliée au moins en partie à l'accroissement de la diversité culturelle à Montréal à la même époque. En effet, c'est dans les années 60 et 70 que se forment à Montréal de nouvelles communautés immigrantes, haïtiennes, vietnamiennes, chiliennes, argentines. Un certain vocabulaire devenait nécessaire pour décrire adéquatement cette nouvelle réalité montréalaise. On voit donc à cette époque des cégeps organiser des rencontres interculturelles. On voit également des offres d'emploi qui exigent des compétences interculturelles. Le terme interculturel était au fond purement descriptif. Ça servait à se référer au phénomène de la diversité culturelle. On était encore très loin d'un modèle d'intégration. La deuxième période s'étend de 1978 à 1987. C'est la période de la diffusion. À partir de 1978, on voit en effet une forte augmentation du nombre de documents qui contiennent le mot interculturel. Cette période se caractérise par deux principaux changements. Premier changement, le terme interculturel se diffuse dans les milieux culturels, principalement le milieu littéraire. Il y a notamment les revues Dérive et Humanitas qui sont publiées pendant cette période et qui se décrivent toutes les deux comme des revues littéraires interculturelles. Deuxième changement, le terme interculturel commence à être utilisé dans des documents ministériels. En 1981, le gouvernement de René Lévesque lance un plan d'action intitulé « Autant de façons d'être québécois », qu'on peut considérer comme la première politique québécoise en matière de gestion de la diversité. Dans ce plan-là, on explique entre autres que la convergence des cultures ne peut se réaliser que s'il s'opère un rapprochement entre la majorité francophone et les diverses communautés. Et un tel rapprochement doit consister en un dialogue interculturel. Remarquez que dans l'extrait que je viens de citer, il y a deux expressions. Dialogue interculturel et convergence des cultures. La convergence culturelle, c'est un modèle d'intégration que je vais présenter dans ma prochaine vidéo. Mais je veux tout de suite souligner qu'il y a à la fois des partisans de l'interculturalisme et de la convergence culturelle qui soutiennent que leur modèle d'intégration respectif descend en droite ligne de ce plan d'action du gouvernement Lévesque. À mes yeux, ça illustre bien à quel point la définition des modèles d'intégration est conflictuelle et finalement assez arbitraire. Quoi qu'il en soit, selon Lamy et Mathieu, la diffusion de l'idée d'interculturel au cours de cette deuxième période correspond aussi à une restructuration du récit identitaire des Québécois. En effet, pendant cette période, on voit les élites politiques et intellectuelles se détourner progressivement de la conception binationale du Canada, qui était celle proposée par la commission Laurando-Dunton. Cette conception binationale se fait peu à peu remplacer par une vision du Québec comme société interculturelle, par opposition à la société multiculturelle canadienne. L'idée de l'interculturel en vient peu à peu à désigner un mode de gestion de la diversité qui est propre au Québec. Et ça nous conduit directement à la troisième période, qui s'étend de 1988 à 2006.
C'est la période de l'émergence de l'interculturalisme. C'est pendant cette période qu'on se met finalement à parler de l'interculturalisme comme d'un modèle qui s'oppose au multiculturalisme canadien. Il faut savoir que, même si le multiculturalisme était devenu une politique officielle dès 1971, sous le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau, c'est seulement en 1988 que le multiculturalisme se fait intégrer pour la première fois à une loi. La loi sur le multiculturalisme canadien de 88, c'est d'ailleurs généralement considéré comme un jalon important dans l'évolution du multiculturalisme. Malheureusement, je n'avais pas le temps de l'aborder dans ma vidéo sur le multiculturalisme, mais là c'est le temps de vous en parler. Parce que cette loi-là a officialisé en quelque sorte le multiculturalisme canadien, ce qui a motivé les élites québécoises à ériger l'interculturalisme comme alternative au multiculturalisme. D'ailleurs, on ne savait pas encore très bien ça en quoi devait consister l'interculturalisme, mais nous savions au moins une chose, nous n'étions pas multiculturalistes. Pendant cette période, beaucoup d'universitaires tentèrent de définir plus précisément ce en quoi consistait ce modèle interculturaliste. Un concept qui ressortait souvent de ces tentatives, c'est le concept d'équilibre. L'interculturalisme devait constituer un équilibre sain entre la fragmentation du multiculturalisme et l'assimilation du républicanisme, ou encore un équilibre entre les intérêts des minorités et ceux de la majorité. Du côté de l'Assemblée nationale, il se formait un formidable consensus entre le Parti québécois et le Parti libéral, en faveur de l'interculturalisme et contre le multiculturalisme. Mais c'était un consensus qui reposait sur un modèle qui restait encore vague et théorique. Ce qui nous conduit à la quatrième et dernière période, qui s'étend de 2007 à 2018. C'est la période de politisation et de polarisation. En gros, le consensus se brise. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est l'époque de la crise des accommodements raisonnables. Un ensemble de petites controverses autour d'accommodements religieux se sont agglomérées dans les médias pour devenir un immense débat de société sur la manière dont il faut gérer la diversité religieuse. On lance donc en 2007 la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, plus communément appelée la commission Bouchard-Taylor, du nom de ses deux commissaires, le sociologue Gérard Bouchard et le philosophe Charles Taylor. La commission dépose son rapport en 2008. Le rapport contenait toutes sortes de recommandations, dont certaines sont encore de nos jours controversées. L'une de ces recommandations, c'était que le gouvernement se dote une bonne fois pour toutes d'une politique officielle sur l'interculturalisme. Comme le rapport le soulignait lui-même, on voyait que l'idée de l'interculturalisme avait une certaine popularité auprès de la population. Le problème, c'est qu'il n'y avait toujours pas de définition claire et officielle. Gérard Bouchard a suivi sa propre recommandation en publiant en 2012 le premier livre consacré entièrement à l'interculturalisme. À partir de ce point-ci, on peut dire que l'interculturalisme de Bouchard est devenu la principale version de ce modèle. Malheureusement, ce n'est pas une version qui a plu à tout le monde. Dans le monde universitaire, les critiques sont venues des deux côtés. Il y a des détracteurs de sensibilité nationaliste qui ont reproché à l'interculturalisme de Bouchard d'être une simple variante québécoise du multiculturalisme canadien. Et il y a des critiques complètement opposées, qui se rattachent selon moi à un libéralisme culturel assez radical, qui accusèrent cet interculturalisme de défendre de manière illégitime la préséance culturelle des Québécois de souche. Du côté de l'Assemblée nationale, les partis de sensibilité libérale s'accrochèrent au modèle de l'interculturalisme, mais ceux de sensibilité plus nationaliste commencèrent à s'en éloigner. À partir de 2010, le Parti québécois a peu à peu désavoué l'interculturalisme pour éventuellement se tourner vers le modèle de la convergence culturelle aux alentours de 2016. La CAQ, elle, s'était engagée en 2018 à adopter un projet de loi sur l'interculturalisme, mais entre-temps, le parti semble s'être éloigné de ce modèle. Ni la loi 21 sur la laïcité, ni la loi 96 sur la langue française ne font de référence à l'interculturalisme, alors que c'était deux bonnes occasions de le faire. On peut donc supposer que la CAQ n'adhère plus à ce modèle. L'histoire de l'interculturalisme s'arrête essentiellement ici. Une chose qui est intéressante à noter, c'est que la trajectoire de l'interculturalisme est l'inverse de celle du multiculturalisme. C'est-à-dire que le multiculturalisme était d'abord l'idée d'un homme de pouvoir, au sommet de la société, et cette idée a éventuellement été reprise et remaniée par des intellectuels avant de se diffuser dans toutes les autres couches de la société. Dans le cas de l'interculturalisme, c'est le contraire. Il s'agit d'un vocabulaire qui est apparu initialement dans les milieux communautaires pour désigner une réalité très concrète. Le sens du vocabulaire a ensuite évolué sous la plume des intellectuels, et ça s'est finalement transformé en un modèle qui se fera célébrer et contester par les élus de l'Assemblée nationale. Son évolution s'est faite du bas vers le haut, alors que celle du multiculturalisme s'est faite du haut vers le bas. Maintenant, je pense pas que ça devrait influencer notre appréciation de chaque modèle. C'est juste une observation que je trouvais intéressante.
Mon portrait de l'interculturalisme resterait très incomplet si je vous présentais pas plus en détail l'interculturalisme de Gérard Bouchard. Et donc, c'est ce que je vais faire pour le reste de la vidéo. Mais d'abord, quelques précisions. Premièrement, l'interculturalisme de Bouchard n'a pas le moindre statut officiel, même si ça reste la version la plus discutée de ce modèle. Deuxièmement, l'interculturalisme de Bouchard n'a pas de vocation universelle. C'est un modèle qui se veut adapter à la réalité du Québec, d'abord et avant tout. Déjà là, on a une différence philosophique assez importante par rapport au multiculturalisme. Et troisièmement, Bouchard indique clairement que les Autochtones ne sont pas concernés par ce modèle. Au cœur de l'interculturalisme de Bouchard, il y a le schéma suivant. D'abord, une culture majoritaire, principalement d'ascendance canadienne-française, qu'on peut également considérer comme une culture fondatrice. Ensuite, il y a toutes les cultures minoritaires qui font partie de la société québécoise. Parmi ces cultures minoritaires, on retrouve toutes sortes de communautés immigrantes qui sont relativement récentes au Québec, comme les communautés haïtiennes, grecques, italiennes, mais également la communauté anglo-québécoise, qui est bien sûr beaucoup plus ancienne. Et finalement, pour réunir tout ce monde-là, il y a une culture commune. La culture commune est constituée de deux parties, qu'on peut décrire comme d'une part les éléments négociables de la culture commune, et d'autre part ses éléments non négociables. Parmi les éléments non négociables, il y a le français en tant que langue commune. Il y a également différentes valeurs très générales comme la démocratie, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les races, la justice, la liberté, etc. Parmi les éléments négociables de la culture commune, on retrouve tout ce qui relève de l'histoire nationale, de l'appartenance identitaire, de la mémoire. On retrouve également différentes valeurs qui sont largement répandues dans la population, mais qui ne sont pas codifiées et qui, selon les dires de Bouchard, ont un potentiel universalisant. Donc la solidarité, l'autonomie personnelle, le sens du bien commun, le respect du passé, le civisme, etc. Et finalement, on retrouve n'importe quel élément culturel qui devient commun de par les interactions entre la majorité et les minorités. Donc le contenu de la culture commune sera défini en partie par le libre débat et par ce qu'on pourrait appeler une évolution naturelle. Ce schéma-là, c'est la structure de la nation québécoise telle que l'envisage Gérard Bouchard. Cela dit, lorsqu'on en vient spécifiquement aux enjeux de diversité, les revendications des cultures minoritaires ont tendance à coïncider entre elles. Donc en réalité, il y a deux principaux groupes d'intérêt. L'ensemble des cultures minoritaires d'une part et la culture majoritaire de l'autre. Aux yeux de Bouchard, tous les enjeux de diversité culturelle au Québec sont structurés autour de cette dualité. Et l'interculturalisme est un modèle qui recherche un équilibre entre les intérêts de ces deux composantes. Au-delà de ça, ça devient difficile de résumer l'interculturalisme de Bouchard, en bonne partie parce qu'il introduit énormément de nuances dans ses propos. Ça paraît que c'est un livre écrit par un sociologue plutôt que par un philosophe. Lorsqu'il se met à parler de nations, de cultures et de groupes ethnoculturels, Bouchard fait beaucoup d'efforts pour rester le plus exact possible sur le plan descriptif. Par exemple, lorsqu'il parle de la majorité culturelle au Québec, il souligne que les frontières de cette majorité varient d'un enjeu à l'autre. Lorsqu'il parle du multiculturalisme, il précise qu'il s'agit d'un modèle qui a évolué au fil du temps, et donc on ne peut pas prendre pour acquis sa définition. On peut définitivement voir toutes ces nuances comme une forme de rigueur de sa part. Malheureusement, sous toutes les couches de nuances, ça devient difficile d'identifier le cadre normatif qui est défendu par Bouchard. C'est souvent difficile de déterminer le moment où il fait le saut du descriptif au prescriptif. Par exemple, lorsqu'il parle de la minorité anglophone au Québec, il dit que celle-ci peut être qualifiée de nationale à cause de son ancienneté, à cause des droits qui lui sont reconnus en vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, et parce qu'elle est le prolongement au Québec d'une nation majoritaire voisine. En conséquence, la minorité anglophone québécoise jouit de droits qui ne sont pas reconnus aux autres minorités, et notamment un système d'éducation séparé. Cette affirmation-là, est-ce que c'est purement descriptif ou est-ce que c'est également prescriptif? Est-ce qu'il se contente de décrire la situation actuelle ou est-ce qu'il dit que c'est également ainsi que les choses doivent être? L'ouvrage de Bouchard regorge de ce genre d'ambiguïté. En fait, c'est jamais vraiment clair dans quelle mesure Bouchard fait une distinction normative entre les cultures immigrantes et les cultures non immigrantes. On sait qu'il fait appel à la notion de culture fondatrice, qui est reliée à une certaine ancienneté dans l'occupation d'un territoire. Il souligne que cette notion de culture fondatrice n'implique pas de statut juridique distinct en ce qui concerne la majorité fondatrice. Mais on pourrait répliquer premièrement que les anglophones ont un statut juridique distinct en ce qui concerne la langue d'enseignement, et deuxièmement, quand bien même on prônerait l'égalité juridique, ça laisse ouvert toutes sortes de questions qui relèvent davantage de la légitimité. Plus loin dans le livre, il soutient que l'interculturalisme implique une reconnaissance mutuelle de la volonté légitime de chacune des composantes de la société d'assurer son avenir en termes d'identité et d'appartenance.
Cette volonté d'assurer son avenir en termes d'identité et d'appartenance, ça semble correspondre à la volonté de se perpétuer dans le temps en tant que groupe culturel distinct sur un certain territoire. Et ça, c'est un droit collectif qui est généralement associé aux groupes nationaux et non aux groupes immigrants. Mais dans le passage, Bouchard ne fait pas la distinction entre les deux. Il y a d'autres passages qui contribuent à cette ambiguïté, mais il ne faut pas se mentir. Ce qui permet à Bouchard de maintenir le flou sur la distinction normative entre les cultures immigrantes et les cultures non immigrantes, c'est le fait qu'il refuse d'aborder la question des Autochtones. Maintenant, je vais partir sur une tangente, mais suivez-moi jusqu'au bout, ça va valoir la peine. J'ai lu un autre ouvrage de Gérard Bouchard qui s'intitule Genèse et nations et culture du Nouveau Monde, dans lequel il parle entre autres de l'histoire nationale du Québec. Et dans le chapitre consacré au Québec, il parle notamment de la pensée équivoque, qui caractérisait selon lui les intellectuels canadiens-français au 19e siècle. La pensée équivoque, c'était les syncrétismes, les antinomies et les contradictions qui structuraient les consciences individuelles sollicitées par des idéaux divergents entre lesquels elles ne savaient trancher. Pour le dire plus simplement, les intellectuels de cette époque étaient en quelque sorte déchirés entre le conservatisme et le progressisme, entre le désir de préserver leur culture nationale et celui de la faire évoluer. Pourquoi est-ce que ça les déchirait autant? Eh bien, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Après l'échec des rébellions des Patriotes en 1838, la situation des Canadiens français était devenue très précaire. L'immigration en provenance des îles britanniques avait conduit à leur minorisation au sein de ce qu'allait devenir le Canada, et Lord Durham avait ouvertement indiqué la nécessité de les assimiler. Même si on peut toujours relativiser, c'est pas absurde de dire que les Canadiens français étaient colonisés. La pression de s'assimiler était tout à fait réelle. Et donc la résistance à cette pression, la résistance à leur propre disparition culturelle, ça prenait forcément la forme du conservatisme. On idéalisait le mode de vie rural et on diabolisait les vices de l'industrialisation et le mode de vie en ville, là où se déroulait l'assimilation. C'est ce qu'on a appelé l'idéologie agriculturiste. Mais d'un autre côté, les idéaux du progrès et du libéralisme continuaient à séduire les intellectuels, notamment parce que c'était dans l'air du temps, partout en Occident, mais aussi parce que les Canadiens français rêvaient de se développer économiquement pour se sortir de cette vulnérabilité culturelle. Mais pendant toute la période de la survivance, les intellectuels n'ont jamais réussi à trancher entre l'attitude conservatrice, qui prônait la résistance à l'assimilation, et l'attitude libérale, qui incitait à s'ouvrir sur le monde, d'où les ambivalences de la pensée équivoque. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'ironiquement, l'ouvrage de Bouchard sur l'interculturalisme ressemble beaucoup à cette pensée équivoque. Son problème, ce n'est pas qu'il refuse de prendre parti envers certaines valeurs, c'est plutôt qu'il prend parti envers toutes les valeurs en même temps. Les libertés individuelles des immigrants, la préservation du français, la mise en valeur de la diversité, le maintien de la cohésion sociale, le maintien de l'héritage culturel de la majorité francophone. Il chante simultanément les vertus de l'enracinement et du renouvellement des identités. C'est pas juste un problème d'ambiguïté, c'est un problème d'ambivalence. D'ailleurs, cette ambivalence n'est pas si surprenante. Comme Bouchard le souligne lui-même à plusieurs reprises, l'une des particularités des Québécois francophones, c'est qu'ils sont à la fois une majorité et une minorité. Or, les statuts de majorité et de minorité impliquent des réflexes moraux complètement différents. C'est ce qui rend les enjeux de diversité tellement complexes au Québec. Malheureusement, Bouchard ne parvient jamais vraiment à surmonter cette complexité. On dirait qu'il se sent tellement interpellé par toutes ces valeurs divergentes qu'il se contente de les reproduire telles quelles dans son livre, sans jamais établir de hiérarchie entre elles. Il trouve 1000 manières différentes de dire que l'interculturalisme recherche l'équilibre entre différentes valeurs et différents intérêts. Mais lorsque vient le temps de spécifier la manière dont il faut concilier ces valeurs, ou à tout le moins comment il faut tracer le compromis entre elles, Bouchard nous réfère presque toujours au débat public. Lorsqu'il parle de la façon dont il faut résoudre les désaccords persistants, il écrit tout simplement que, dans une société démocratique, on doit s'en remettre d'abord au débat public, puis aux instances politiques, et, en dernier recours, aux tribunaux. Est-ce qu'on est vraiment avancé après avoir dit ça? Il faut avoir lu le livre soi-même pour s'en persuader complètement, mais moi je vous le dis, le modèle de Bouchard est fondamentalement contradictoire, et je pense qu'il en est lui-même conscient. Dans son livre, il parle lui-même souvent de valeurs divergentes, contradictoires, il parle parfois même de paradoxes, mais il faut savoir que pour Bouchard, les contradictions peuvent être fonctionnelles. Dans Genèse et nations et culture du Nouveau Monde, Bouchard écrit qu'on peut émettre l'hypothèse que certaines cultures nationales sont parvenues à survivre, non pas en dépit de leurs contradictions, mais grâce à elles. C'est le lieu de rappeler que le mythe,
comme représentation, entretient avec la réalité un rapport de pertinence qui ne relève pas de la vérité, mais de l'efficacité symbolique, de la capacité à concilier durablement des éléments contraires. Je crois qu'en rédigeant son livre sur l'interculturalisme, Gérard Bouchard était parfaitement conscient d'élaborer quelque chose qui relève davantage du mythe que des politiques publiques, et ce malgré toutes les nuances sociologiques qu'il a choisi d'introduire dans ses descriptions. Comprenez-moi bien, dire qu'un modèle d'intégration est un mythe ne veut pas dire que c'est de la foutaise. Ça veut plutôt dire que le modèle d'intégration ne sert pas particulièrement à orienter les politiques publiques, il sert surtout à orienter le comportement des individus. Charles Taylor, le collègue de Bouchard, défend d'ailleurs une thèse assez similaire dans son article qu'il a publié en 2012, la même année où Bouchard a publié son livre. Dans son article, Taylor soutient qu'il n'y a pas de différence significative au niveau des politiques publiques entre l'interculturalisme et le multiculturalisme. La différence se trouve plutôt au niveau du récit collectif qui est raconté par chacun des modèles. Mais qu'on parle de mythe ou qu'on parle de récit, l'idée reste à peu près la même. C'est l'idée que les modèles d'intégration visent à exprimer un certain sens de la légitimité des choses. La légitimité d'imposer le français à l'école, la légitimité de préserver sa culture d'origine si on est un immigrant, la légitimité que le Québec puisse devenir un pays un jour s'il le décide. Notre sens de la légitimité des choses, c'est lourd de conséquences, et ça ne se laisse pas réduire à un ensemble de principes éthiques. C'est relié en grande partie à notre manière de nous comprendre nous-mêmes à travers un récit. Malheureusement, en tant que récit ou en tant que mythe, l'interculturalisme de Bouchard a échoué. Je pense que nous sommes trop nombreux à avoir pris conscience de ces contradictions. Cela dit, il faut garder à l'esprit que ce qui met à nu les contradictions de l'interculturalisme, c'est aussi le contexte général dans lequel on se trouve. L'ami et Mathieu pensent notamment que les débats sur la laïcité ont accéléré la polarisation autour de l'interculturalisme. Mais il se pourrait que les débats sur la laïcité soient eux-mêmes alimentés par des anxiétés d'une portée plus générale. Des anxiétés qui portent moins sur des questions de principe que sur l'avenir de la culture québécoise. Et là, je parle de culture dans son sens le plus vague. Je parle de la culture telle qu'elle est constituée de petites coutumes, de petites habitudes, de petites niaiseries qui, prises individuellement, sont insignifiantes, mais qui, prises tout ensemble, forment un ensemble de références à travers lesquelles on entre en contact les uns avec les autres. Et lorsqu'on a l'impression que cette culture est en train de s'effriter, lorsqu'on a peur de perdre notre familiarité avec le monde qui nous entoure, bien souvent, on n'a pas le langage moral nécessaire pour exprimer ce malaise sans verser dans une forme de xénophobie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à la place? Ben, on concentre nos énergies sur des questions de principe. L'égalité homme-femme, la laïcité, la défense du français. Et ce sont des enjeux pertinents. Mais on n'en parlerait peut-être pas autant s'il n'y avait pas également une certaine anxiété par rapport à la culture en général. À mon avis, cette anxiété est la principale cause de l'échec de l'interculturalisme. Le modèle de Bouchard n'offrait aucun principe clair qui répondait adéquatement aux inquiétudes des nationalistes. Malheureusement, à l'absence de principe clair pour arbitrer les différends, chaque groupe d'intérêt tend à rationaliser son propre égoïsme. Et c'est ce qu'on voit de nos jours. De plus en plus de nationalistes adhèrent à une version quelconque du « Toquébec-Cite ». Parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Le Toquébec-Cite, c'est un cri de guerre très amusant à utiliser sur un mode semi-ironique. Mais lorsqu'il est employé sérieusement, c'est un slogan qui exprime le refus du dialogue. Nous avons une certaine conception de la nation québécoise, et si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ça n'importe pas puisque nous allons vous l'imposer. Il y a beaucoup de nationalistes qui appellent ça s'assumer, mais moi je vois plutôt ça comme une forme d'intransigeance qui est très probablement contre-productive. Et de l'autre côté, il y a les minorités culturelles et toute la frange libérale de la société qui se replie de plus en plus dans l'individualisme chaque fois qu'il est question de culture. Ce qui est encore pire, c'est qu'ils se définissent de plus en plus en opposition à tout ce que les nationalistes disent. Si les nationalistes disent que le français va mal, ça veut dire que le français va bien. S'ils disent qu'on reçoit trop d'immigrants, ça veut dire qu'on pourrait en recevoir encore plus. Si les nationalistes blâment le gouvernement fédéral, ça veut dire que c'est la faute du gouvernement provincial. La polarisation, c'est con à ce point-là, mais c'est la dynamique dans laquelle on se trouve. Vous savez, il y a beaucoup d'auteurs qui pensent que la fonction principale des modèles d'intégration, c'est de nous stabiliser en tant que société. Et je suis personnellement de cet avis. Je pense que si on veut éviter que les gens se radicalisent de plus en plus, on a besoin de développer une idée claire du rôle que joue l'immigration dans notre récit national. Malheureusement, je pense pas que l'interculturalisme y soit parvenu. Mais bon, c'est juste mon opinion. Peut-être que la vôtre est différente de la mienne. Je vous invite à laisser des commentaires en dessous de la vidéo sur tout ce que vous pensez de tout ça. Sincèrement, je suis curieux de savoir dans quelle mesure vous êtes d'accord avec
tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.